Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cet atelier. Je suis Eva Feigelois, je suis enseignante de l'Université de Lorraine. J'ai le plaisir d'inviter parmi les intervenants professeur Frédéric Mouriot de l'Université de Rennes, qui participera ou qui partagera l'expérience concernant la construction des Écosses, et le professeur Ambello de l'Université de Cannes et le professeur Palombi qui nous accompagne dans cet atelier. Est-ce que vous voyez tous l'écran? Oui, Alors, vous voyez tous? Oui. non, on le Non, voit vous ne plus là. voyez pas l'écran. Je ne le vois plus. Et maintenant? Euh, Non plus? Oui, oui, ça y est, il c'est faudrait bon, on passer voit bien. en mode diaporama, comme ça on verra encore Oui, mieux. oui. Alors donc, l'atelier concerne la place du numérique pour les passages des Écosses. Le professeur Marc Braun ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, donc nous présenterons surtout l'outil numérique qui est en train d'être finalisé à l'aide des ingénieurs de l'UNES en collaboration avec la conférence des doyens concernant la scénarisation des stations d'Écosse. On va essayer de répondre aussi aux questions comment évaluer les étudiants et comment former les intervenants. Donc, il s'agit d'une plateforme qui propose 4 parcours qui est hébergé sur le site de l'UNES. Il y a 4 parcours principaux qui seront accessibles de manière libre et qui permettront la formation des tuteurs examinateurs à l'Écosse, des formateurs de patients simulés, des patients simulés et également en collaboration avec les étudiants de la NEMF, on est en train de travailler sur le parcours l'étudiant moniteur. Voici en détail les 4 parcours. Il s'agit des parcours qui seront accessibles de manière asynchrone afin que chacun puisse se former de manière libre. On vous présentera aujourd'hui le parcours tuteur-examinateur. Il y a donc 3 parties principales. Il y a l'introduction concernant la construction des Écosses avec le film générique sur l'Écosse et puis les modules qui concernent les savoirs essentiels nécessaires pour chaque tuteur examinateur afin qu'on puisse évaluer et tutorer les étudiants. Les modules complémentaires seront présentés par la suite. Il s'agit surtout des outils qui pourront aider à la mise en place du circuit d'Écosse au niveau facultaire et également à l'évaluation ou la qualité des Écosses. Concernant chaque parcours, donc ici pour le parcours qui concerne le tuteur, l'examinateur de l'Écosse, la partie savoir essentiel peut être valorisée par l'attestation. L'objectif est surtout de vous proposer un outil d'accompagnement qui pourra vous aider à former vos assistants, les jeunes tuteurs de manière un peu plus rapide et de manière homogène. Et chacun peut faire la formation à son rythme de chez lui. Il y a donc une possibilité de suivre la progression de l'apprentissage. On peut accéder de manière rapide à chaque module et il y a aussi un support de la plateforme de l'UNES en cas de besoin. Je vais essayer de vous présenter le parcours de manière un peu plus concrète. Je vais me connecter directement sur la plateforme afin qu'on puisse vous donner une idée concrète. Alors, donc je partage l'écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, on Donc, voit tout. voici le parcours, comment il se présente. Donc, il y a une partie qui présente les 4 modules et puis la partie introduction qui nous permet de personnaliser le parcours. Donc, à l'aide d'un questionnaire, vous pouvez découvrir les différents modules de chaque parcours et choisir le parcours que vous souhaitez. Dans cette partie d'introduction, il y a aussi des questions ou des conseils généraux destinés surtout aux étudiants. Comment on s'est préparé aux Écosses,
surtout le déroulement de chaque station, par exemple, ce sont des questions qui sont très fréquemment posées par les étudiants. On les a récupérées, on a essayé de formuler les réponses afin qu'on puisse vous donner des outils de formation et de préparation. Il y a aussi des erreurs fréquentes qui sont commises par les étudiants lors des stations d'Écosse. Ce sont des erreurs que nous, on a pu repérer ou les erreurs qu'on a pu voir aussi dans la littérature qui pourront nous aider à former au mieux nos étudiants. À la fin donc, de l'introduction, on peut choisir le parcours. Donc, on va aller d'emblée sur le parcours tuteur. Les 4 parcours devraient être finalisés pour la rentrée universitaire. Donc, je vous présente l'état actuel. On s'est concentré surtout sur le parcours tuteur. Donc ici, vous pouvez accéder à chaque module de formation de manière libre. Il y a donc des supports pédagogiques sous format des fiches mémo, des PowerPoint sonorisés. Il y a aussi la bibliographie. On avait aussi inséré les supports qui pourraient vous aider, par exemple, dans la mise en place d'un circuit d'Écosse, de recruter, de former les patients standardisés avec des exemples, par exemple, d'un guide de l'entretien lors du recrutement, un exemple d'une charte du patient standardisé ou d'une convention du patient standardisé. Aussi des outils qui vous permettront d'évaluer la performance des étudiants. Des fiches mémo pour vous donner le feedback selon 11 domaines d'attendu d'apprentissage, donc les 11 domaines d'Écosse qui seront retenus pour l'épreuve nationale. Les stations d'entraînement font une partie principale de ce parcours de formation. Donc, parmi ces stations d'entraînement, ce sont des stations qui sont réalisées, ce sont des stations filmées, qui sont réalisées à l'aide des patients simulés et des étudiants, selon 11 domaines d'Écosse. Je vous présenterai donc ici une station d'Écosse sur le domaine entretien interrogatoire, qui vous permettront de vous entraîner ou aux enseignants de s'entraîner surtout à l'utilisation des grilles et à l'évaluation homogène, équitable des étudiants. Chaque station d'Écosse donc est construite selon la situation de départ, selon les objectifs des connaissances et les attendus d'apprentissage spécifiques de la situation abordée. Donc, voici l'exemple d'une situation de départ, l'asthénie, qui concerne l'item l'hypercalcémie et qui évalue la performance de l'étudiant ou ses capacités de connaître le principal signe clinique associé à l'hypercalcémie et de connaître la principale étiologie des hypercalcémies. Pour chaque station, on indique également le contexte, donc l'âge du patient et le lieu de soins. Donc ici, par exemple, le cabinet de médecine générale. Je vais vous montrer de manière rapide une station d'entraînement pour vous donner un peu plus d'idées sur le déroulement de la formation. Donc, pour chaque station, il y a donc trois stations filmées qui montrent 3 niveaux d'étudiants. Donc, un étudiant qui montre une bonne performance, une performance moyenne ou une performance faible. Donc, ici, vous pouvez effectuer le test directement sur l'écran. Alors, donc, vous avez ici une vignette qui est présentée à l'étudiant, une station filmée qui dure 7 minutes avec la grille. Donc, vous pouvez visionner la station filmée et noter directement sur l'écran la performance de l'étudiant à l'aide de la grille. Vous validez vos réponses. Et vous passez sur la page suivante où vous pouvez évaluer donc la performance globale de l'étudiant. Et puis, vous pouvez verbatim noter pourquoi vous considérez que l'étudiant présente une performance moyenne. Donc, sur la page suivante, vous pouvez visionner les réponses anonymisées, donc une évaluation qui a été réalisée par vos collègues afin que vous puissiez vous situer dans en fait ce qui était très souvent observé, c'est surtout en fait
difficulté des évaluateurs d'évaluer de manière équitable et homogène les étudiants. On peut avoir des examinateurs cléments, des examinateurs sévères, et ces stations d'entraînement nous permettront de nous entraîner afin qu'on puisse évaluer tous de manière homogène. On mettra ici, c'est un exemple générique, on n'a pas encore des réponses des examinateurs qui ont fait la formation. Ce qu'on avait prévu aussi, d'intégrer les réponses anonymisées des évaluations réalisées par les étudiants. Donc, ça nous permettra de nous situer aussi, est-ce qu'on évalue de manière équitable comme les étudiants ou pas. Sur la page suivante, une fois qu'on regarde les réponses de nos collègues, on pourrait saisir à nouveau la grille, on peut évaluer à nouveau l'étudiant. Et puis, en fait, voir si finalement notre évaluation diffère par rapport à l'évaluation précédente. Et si jamais on évalue l'étudiant de manière différente, on justifie pourquoi. Et sur la page suivante, on peut visionner les réponses, pareil, anonymisées de nos collègues concernant la performance acquise de l'étudiant à la performance à acquérir. Donc, voici juste un exemple générique. Le parcours sera terminé pour la rentrée universitaire, donc vous pourriez tous accéder. À la fin de l'évaluation, vous pouvez visionner de manière globale votre évaluation de le départ. Donc, la première évaluation avec les réponses anonymisées de vos collègues, la deuxième évaluation avec le feedback qui vous sera donné par la plateforme. On va actualiser de manière régulière les réponses anonymisées selon les réponses des tuteurs. Donc, ça, c'est la partie principale de cet outil. À la fin de cette partie, vous pouvez, si vous le souhaitez, obtenir une attestation de formation. Donc, ça vous permettra de proposer à vos enseignants une formation homogène qui peut être réalisée de manière plus rapide et surtout l'accès à cette formation sera illimité. Donc, si les enseignants souhaitent télécharger les outils, ils peuvent. Alors, je vais revenir. Excuse-moi, c'est Olivier Palombi, là j'ai quelques questions. Donc, pour bien comprendre, donc l'idée c'est quoi? C'est que chaque enseignant aille s'auto-former en réalité, ou vous avez envie que ce contenu soit pris en main par chaque fac et qu'il y ait des formations de groupe? Vous l'avez réfléchi comment? Les deux? Les deux. En fait, on se disait qu'on peut mettre à disposition cet outil à chaque faculté et ça peut être proposé soit aux enseignants dans le cadre d'une formation libre ou bien une formation en groupe qui peut être organisée au sein de la faculté. Et donc, ça veut dire que si au niveau de l'UFR, on veut suivre le nombre de personnes, on regarde le nombre de personnes certifiées, tout simplement, et ça permet comme ça d'avoir le… D'accord. Ok, merci. Et juste pour moi, donc du coup, cette dimension-là de difficulté que peuvent avoir de l'enjeu des Écosses sur une cotation qui soit homogène, je crois quand même que dans la littérature, c'est des sujets qui ont été énormément étudiés, peut-être pour assurer certains de nos collègues qui sont moins à l'aise avec les Écosses, et pourtant vous l'abordez dans votre formation. Donc, voilà, juste pour bien comprendre si à la fois vous répondez aux questions des enseignants ou aussi à une réalité scientifique avec la nécessité de bien former les gens à l'évaluation. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, c'est très clair, oui. C'est un élément qui est évoqué souvent dans la littérature, mais aussi dans la littérature, on retrouve des évaluations homogènes, surtout qui sont réalisées par les enseignants formés. Donc, finalement, cette formation, ça nous permettra à la fois de se familiariser avec les grilles, la construction de grilles. Aussi, 7 minutes, ça passe très vite, donc ça nous permettra aussi d'évaluer finalement en réalité. En fait, on aura juste 2 minutes pour l'évaluation à la fin. Et ça nous permettra aussi de voir de manière anonymisée les réponses de nos collègues. Ce qui s'est fait par exemple dans les autres pays, notamment au Canada, il y a aussi
ces sessions d'entraînement afin qu'on puisse être aussi rassuré de notre évaluation. Et finalement, les grilles qu'on proposera seront les grilles qui seront utilisées lors de l'épreuve nationale. Et donc, Eva, je rebondis. Effectivement, il y a deux éléments pour homogénéiser les choses. C'est d'abord une très bonne grille, et j'en parlerai après. Les grilles que je vous montre ont déjà été évaluées sur plus de 140 étudiants. On a évalué les notes des enseignants. On a adapté la grille. Donc, un écos, ça demande beaucoup de temps à préparer et à certifier. Et effectivement, la formation des enseignants. Donc, c'est ces deux éléments qui vont nous servir à être le plus homogène possible. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Monsieur Palombi? Oui, parfait. Merci. C'est très complémentaire. Merci. On vous entend pas, Eva? Le micro, Eva, est fermé. Ah, pardon, je partagerai à nouveau l'écran. Je donnerai la parole à Frédéric qu'il vous présente. Donc, on est toujours dans le parcours valorisé par l'attestation concernant l'entraînement des enseignants à l'utilisation des grilles et des stations d'Écosse. On avait parlé aussi des modules supplémentaires. Donc, concernant la construction de stations d'Écosse, effectivement, on a des outils qui nous permettront de montrer à nos enseignants comment bien rédiger le script, les grilles et par la suite comment évaluer de manière homogène les étudiants. Donc, je te donne la parole, Frédéric. On vous entend pas, Frédéric? Oui, on n'entend pas. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, Ça très bien. passe? Super. Ça passe. Oui. Merci, Eva. Donc, attends, un petit peu avant, Eva, s'il te plaît. Voilà. L'idée, c'est en 5 minutes de vous montrer les bases essentielles qu'il faut pour construire un Écosse, pour pas se tromper. Et les gens ont tendance à tout faire à l'envers. Et là, je vous demande d'écouter pour le faire à l'endroit. Diapo suivante. Je vous laisse lire. Alors, un Écosse, c'est quelque chose qui n'est pas que de la connaissance. C'est ce que j'appelle de la connaissance pratique ou une compétence médicale. Et donc, un Écosse, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire en QCM. Est-ce que montrer un ECG et l'interpréter peut être fait en QCM? Oui. Est-ce que palper une hépatomégalie et annoncer un diagnostic peut être fait en QCM? Non. Est-ce qu'on peut interpréter une IRM cérébrale en QCM? Plutôt oui. Est-ce qu'on peut faire un massage cardiaque sur une plage et avec un téléphone dans la main pour appeler les urgences en QCM? Non. Est-ce qu'on peut annoncer à la maman d'un enfant une appendicectomie en QCM? Non. Est-ce qu'on peut expliquer les soins d'un pédiabétique en QCM? Non. Est-ce qu'on peut poser le diagnostic de rhinopharyngite aiguë avec un QCM? Plutôt oui, même s'il y a des photos. Donc vous voyez, il y a des choses qu'on ne fait pas en Écosse, ce sont des choses que l'on peut faire autrement. Donc l'Écosse est un complément d'évaluation, on va dire, plus pratique. Dia suivante. Alors, il faut d'abord savoir de quoi vous voulez étudier. Donc là, sur la prochaine diapo, il y aura d'autres objectifs qui vont sortir. J'ai souhaité, objectif principal, savoir conduire un interrogatoire chez un patient qui a un œil rouge. Donc, interrogatoire, œil rouge. Deuxième, le médecin, donc l'étudiant, pose le diagnostic de conjonctivite. Et 3, dia suivante, il propose un traitement. Dia suivante. Et en fait, tout va se construire sur cet objectif. Donc voilà, vous avez en fait le document qui est montré à l'étudiant. Donc l'étudiant a 7 minutes pour interroger le patient, poser le diagnostic, proposer un traitement. Donc vous voyez déjà que dans les instructions, on a les 3 objectifs. Ça, c'est ce qui est montré, je répète, aux étudiants. Dia suivante. Après, on construit la grille. Et vous voyez que mon objectif 1, c'était le plus important. Donc c'est là où il y a le plus de points. Objectif 2, objectif 3, 5 points pour objectif 2. Objectif 3, c'est moins important, 3 points. Donc, il y a une dégradation des points en fonction des objectifs. Donc, on fixe les objectifs, on fait la grille, et ensuite, on fait le scénario. Dia suivante. Voilà. Et les gens font l'inverse. Ils commencent par un scénario, l'objectif n'est pas clair, ils font la grille à la fin, et en fin de compte, c'est très compliqué à faire une bonne grille dans ces cas-là.
Et donc, il y a une inadéquation parfois entre un scénario bien écrit et une grille et des objectifs. Il faut qu'on ait une continuité pédagogique. Dia suivante. Alors, moi, j'ai été il y a 11 ans au Québec, c'est pour ça que je connais bien les Écosses, hein, j'en ai fait quelques-uns là-bas, enfin, j'étais en fait médecin évaluateur. Et donc, vous voyez, hein, l'année, c'était en 2009, c'est l'année où j'y étais, donc j'ai gardé toutes les Écosses que j'avais à l'époque. Et voilà un des Écosses que j'avais évalué. Donc, c'était une Écosse sur un examen physique, inspection, palpation, percussion. Et voilà, je vous montre en fait rapidement les 3 points. Donc, vous avez en fait ce qu'on attend en termes de compétences, vérifier l'état de conscience, la coloration. Donc, vous avez les 10 points pour objectif 1. Objectif 2, dia suivante. Diapositive suivante. Voilà, c'était la palpation. Objectif 3, la percussion. Objectif 4, l'auscultation. Objectif 5, le traitement. Et vous avez donc après moins d'éléments qui sont évalués. Et bien sûr, je ne vous montre pas la grille, mais il y avait une grille également adéquate qui était faite en 5 parties. Dia suivante. Voilà la grille. Vous avez inspection, palpation, percussion, auscultation et le traitement. Et donc, c'est construit de cette façon-là. Donc, je répète, des objectifs, une grille, et après, on écrit le scénario. Dia suivante. Bon. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, on avait déjà abordé les stations d'Écosse selon 11 grands domaines d'attendus d'apprentissage qui seront évalués lors de l'épreuve nationale. Voici les 11 grands domaines. Ce sont des domaines qu'on traite aussi dans le cadre du parcours et des outils de formation, d'accompagnement qui seront proposés sur le site de l'UNES. Donc, vous pouvez lire donc les différents domaines d'attendus d'apprentissage. Il y a des stations d'Écosse sur lesquelles on aura besoin l'intervention ou la participation des patients standardisés, des patients simulés ou bien des patients ou des professionnels de santé simulés. Donc, voici un exemple d'une des stations d'Écosse selon le domaine d'apprentissage. Là, on vous présentera de manière assez succincte le concept du patient standardisé et on vous proposera aussi quelques astuces concernant le recrutement des patients standardisés, leur formation et aussi l'intégration du patient standardisé dans le parcours pédagogique à l'aide d'une convention et d'une charte du patient standardisé. Alors, je donne la parole à Anne. Oui, merci Eva. Donc, on va faire les choses, on va dire, de manière succincte, hein, juste pour introduire le concept du patient standardisé quand il en faut un pour les stations. Donc, les patients standardisés sont des personnes qui sont formées et entraînées à jouer un patient, mais ça peut être aussi un proche ou un professionnel de santé de façon réaliste et reproductible, bien sûr, pour qu'il y ait une certaine forme d'équité dans l'examen. Les patients simulés, les patients standardisés n'ont pas besoin d'être des acteurs et l'expérience, que ce soit la nôtre en France ou celle qu'on voit à l'étranger, montre que les acteurs ne font pas toujours les meilleurs patients standardisés. Les patients standardisés, c'est des personnes qu'on peut recruter au sein de la population générale, mais ça peut aussi être des étudiants. C'est quelque chose dont on a maintenant l'expérience et qui fonctionne extrêmement bien aussi. Oh, pardon. On avait perdu. Oui, j'ai perdu le diaporama. Ah, pardon. C'est pas grave. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Là, dans certains centres, les patients standardisés sont recrutés parmi des formateurs en simulation, des professionnels de santé, finalement dans n'importe quel cercle. Ce qui est important, c'est de vraiment se rappeler que ce sont des personnes qui doivent, d'où qu'elles viennent, être formées et entraînées. Elles doivent toutes bénéficier d'une procédure, une forme de screening ou de sélection
dont on va présenter différentes possibilités avec Eva, c'est démontrer qu'il ne faut pas que ces personnes soient contraintes. Si on dit que c'est tous les chefs de clinique ou tous les étudiants ou tous les quelque chose, il y a une forme de contrainte qui s'impose à tout le monde et là, il y a une grande variabilité entre les niveaux des personnes. Ces personnes doivent être formées. Il faut être formé avec une formation générique pour savoir ce que c'est que d'être patient standardisé, d'être patient simulé. Et on peut imaginer des formations plus spécifiques en fonction du type de participation, qu'on participe à de l'annonce de mauvaises nouvelles ou de l'examen clinique, finalement qu'on participe à des sessions formatives ou des évaluations comme les ECOS. Les patients simulés ou standardisés doivent bénéficier de scénarios suffisamment précis et exhaustifs. On l'a vu, Frédéric a bien explicité les choses avant. Il y a toute une construction de scénarios qui doit être bien faite dans l'ordre, avec les objectifs, la grille et ensuite la construction du scénario dont doit bénéficier le patient standardisé si on veut qu'il puisse remplir son rôle. Diapositive suivante. Donc là, c'est un exemple, on vous a présenté deux exemples de stratégies de recrutement à Caen et à Nancy. Donc pour ce qui est de Caen, il y a pour le recrutement des patients standardisés, il y a un premier contact initial qui se fait via notre gestionnaire du centre de simulation. C'est le centre de simulation qui finalement gère tout le programme des patients standardisés. On la contacte par mail ou par téléphone. Voilà, on a des affiches qu'on a alors soit affichées dans d'ensemble d'endroits, on les affiche à l'hôpital, à l'université. On a aussi envoyé ces affiches par mail à nos étudiants, à l'université Interage et à différents cercles de nos connaissances. Une fois que les personnes se manifestent auprès de notre gestionnaire, ils ont tous un entretien individuel avec un binôme médecin-psychologue. Cet entretien, c'est la procédure de screening ou de sélection, lors de laquelle on évoque, nous on explique ce que c'est que la simulation et le fait d'être patient standardisé, on évoque avec eux leur motivation, ce qui est extrêmement important et ça va être vraiment une procédure de sélection importante. Qu'est-ce qui les motive à venir, notamment quand les gens sont parfois ont des problèmes de santé et ou des professionnels de santé, c'est important qu'on connaisse leur motivation, leurs antécédents personnels, familiaux, le vécu de ceux-ci, les limites qu'ils sont prêts à accepter, qu'est-ce qu'ils veulent bien faire, est-ce qu'ils veulent bien faire juste de l'entretien, est-ce qu'ils veulent bien se prêter à l'examen clinique et si oui, dans quelles limites? Est-ce que voilà, on leur dit bien qu'il n'y aura jamais d'examen invasif ou de nudité, mais c'est important de savoir avec eux jusqu'où ils veulent bien aller. Pour certaines personnes, montrer son ventre, c'est intolérable. Pour d'autres, éventuellement, se mettre en sous-vêtements, c'est tout à fait acceptable. Une fois que cet entretien passé et qu'on a décidé de garder ces personnes, alors c'est très rare qu'on en refuse, en revanche, cet entretien individuel permet de délimiter le champ parfois de ce que les personnes peuvent faire en fonction de leur vécu. Les personnes ont toutes une formation au groupe finalement au métier de patient standardisé. Qu'est-ce que c'est d'être un patient standardisé? Quelles sont nos attentes? Comment ils peuvent les remplir? Qu'ils aient une expérience ou non de théâtre, comme on l'a dit, nous, la plupart de nos patients standardisés n'en ont pas et sont remarquables. C'est une formation qui dure une demi-journée, à peu près 3 heures. Et puis, quand ces personnes participent aux ECOS, à ce moment-là, elles ont une formation au scénario en groupe. C'est-à-dire que, par exemple, les 16 personnes qui vont jouer le même scénario le même jour vont être formées ensemble au même scénario d'une durée d'environ 2 heures par scénario jusqu'à ce que leur performance soit standardisée entre elles. Les scénarios, ils les reçoivent 1 mois à l'avance, ils les travaillent et ils viennent ensuite à la formation de groupe. Voilà pour l'expérience caennaise. Je te passe la parole. Merci. Donc, concernant l'expérience à Nancy, elle est comparable à celle à Caen. Nous, le contact initial est réalisé via la page Internet où on avait inséré ou intégré un formulaire d'inscription qui décrit de manière générale le concept du programme patient standardisé et aussi les tâches et des engagements des patients standardisés concernant les activités pédagogiques. Donc, ça nous permet déjà de récupérer ou recueillir les personnes intéressées. On avait diffusé cette information via les réseaux sociaux à l'aide du service de communication du CHRU et aussi de l'Université de Lorraine. Et ça nous a permis de recruter. On avait commencé juste là, après la période de Covid. Donc, on est toujours dans la période de Covid, mais là, on avait commencé il y a à peu près 4 mois et on a déjà 30 patients simulés. On avait fait aussi un recrutement juste avant que la période Covid commence et on a eu à peu près 15 volontaires. Donc, c'était pas difficile de recruter les patients. Notre expérience
réponse par rapport à l'expérience de Anne à Caen est très, très courte, mais on a eu beaucoup de personnes intéressées. On a surtout des personnes retraitées. Donc, ça nous limite un peu la sélection des patients pour les scénarios. C'est la raison pour laquelle aussi, quand on construit les scénarios, ce qui est recommandé dans la littérature, d'écrire plutôt le tranche d'âge. Donc, d'écrire des stations d'Écosse selon tranche d'âge des patients. Nous, par la suite, donc, une fois le contact initial est réalisé, on organise des réunions d'information en groupe. Donc, il y a une information générale sur le déroulement des Écosses. On montre aux patients un film sur le déroulement d'Écosse qui dure à peu près 15 minutes, qui montre bien le rôle de chacun, donc du patient simulé, de l'étudiant évalué et du médecin évaluateur. Ça nous prend à peu près 2 heures, cette réunion, et on peut accueillir à peu près 20 personnes. Par la suite, on réalise un entretien déjà individuel, binôme, un médecin et notre collègue donc Emmanuel Mussier qui nous aide beaucoup dans la mise en place des Écosses. Cet entretien est déjà ciblé. Donc, c'est un entretien qui est comparable à l'entretien qui a été décrit par Anne. Et par la suite, nous, à Nancy, on avait réalisé tout de suite une formation spécifique à l'Écosse, un groupe et un présentiel, pareil, 2 heures à peu près par scénario, et un individuel, soit en présentiel ou à distance, selon besoin de chaque patient simulé. Donc, pour chaque scénario, on prévoit à peu près deux patients simulés en cas de souci ou en cas d'empêchement. Voici juste pour vous donner quelques astuces concernant l'entretien individuel. On avait élaboré le guide d'entretien. Ce document, il est disponible aussi sur la plateforme de formation UNES. Donc, tous les documents qu'on vous présente ici sont téléchargeables et vous pouvez les utiliser de manière libre. Puis on discute donc un cas d'Écosse avec le patient simulé, ça lui donne une idée réelle ou concrète sur la tâche qu'il doit accomplir. Et également, on discute d'emblée lors de cet entretien le rôle que le patient accepte ou souhaite jouer. Comme Anne a dit, qu'il y a des patients qui acceptent ou souhaitent jouer uniquement en fait l'interrogatoire ou la partie relationnelle, et il y a en revanche les patients qui souhaitent participer uniquement à l'examen clinique. Donc ça nous permet déjà de créer notre banque des patients simulés et en fait après leur proposer les scénarios selon leurs souhaits. On avait préparé aussi un courrier à destination de leur médecin généraliste afin qu'on puisse obtenir un certificat médical qui nous aide énormément parce que les médecins traitants connaissent beaucoup mieux ces patients que nous et ça nous permet déjà de protéger les patients simulés concernant les situations qui pourraient être délétères pour leur santé. Par exemple, s'ils doivent jouer un scénario qui évoque un événement qui est arrivé dans la famille, ça nous protège nous, mais ça protège aussi le patient. On remet également une charte du patient simulé avec les obligations, les tâches du patient et une convention. Concernant la convention, elle a été élaborée à l'aide du service juridique de l'université qui en fait il y a beaucoup d'éléments, en fait, surtout la participation, les obligations des patients simulés, le droit à l'image, la confidentialité des données qui est très importante pour nous, les rôles à jouer ou à éviter, la charte du patient standardisé, la protection des données personnelles et les mesures de sécurité. On avait aussi intégré cette convention, une version générique dans le parcours sur le site de l'UNES que vous pourriez utiliser pour la mise en place du programme du patient simulé si vous le souhaitez. On avait parlé donc tout à l'heure de l'évaluation de la performance des étudiants et la nécessité que les évaluateurs puissent être bien formés. Donc, on a d'autres en fait, stations d'entraînement qu'on vous propose dans le cadre de la formation sur le site de l'UNES. Je vais donner la parole à Frédéric et je vais essayer de partager directement cette partie d'entraînement afin que vous puissiez le voir en réalité. Attends, et Eva, je vais peut-être prendre la main parce que je vais pouvoir faire des avancées rapides en fait. Tu es d'accord? Oui, d'accord, ça marche. Alors, on trouve les vidéos sur le site. Hein. Je prends la main. OK.
Voilà. Est-ce que vous me voyez l'écran? C'est bon? Oui, très bien. Parfait. Donc là, vous avez les 3 objectifs qui sont inscrits et en fait, on clique à droite sur la flèche pour avancer ou reculer ici. Donc en fait, là, dans ce dossier, il y a 3 étudiants qui sont étudiés, une très bonne performance, une performance moyenne et une performance faible. Cette grille a déjà été évaluée sur plus de 140 étudiants. Elle a bien sûr été modifiée, adaptée, et on a corrigé les éléments qui pouvaient faire que les choses ne soient pas optimales. Vous avez vu qu'il y a des mots, parfois il est marqué « ou », sérum physiologique ou « au stérile ». C'est parce que les étudiants, en fait, nous parfois répondaient à des choses qui étaient justes, mais qui n'étaient pas dans la grille initiale. Donc, il faut élaborer une grille qui prend également les synonymes ou les choses plus difficiles. Et donc là, vous n'écoutez pas, mais le médecin parle. Moi, je suis le patient, je réponds. Et lorsque les points sont acquis, vous avez un petit V vert qui apparaît. Donc, je passe plus vite. Hein. Là, on voit les points et vous avez l'incrémentation qui se fait. De façon intéressante, ce qui est intéressant, c'est l'évaluation des compétences, on va dire, de communication. Et là, on a là aussi modifié notre grille initiale pour avoir quelque chose qui soit très reproductible. Et pour avoir testé cette grille sur de très nombreux étudiants avec de plusieurs évaluateurs, la différence sur 20 points est au maximum de 1 point. Donc, on a une différence de 5%, ce qui est tout à fait la norme dans les ECN anciens ou la norme acceptable aujourd'hui. Alors là, vous continuez. Hein, donc, c'est un étudiant qui n'a pas une bonne performance. Alors bien évidemment, ce sont des étudiants que j'ai pris de mon service et ils ont joué un rôle. Hein. Cet étudiant était un bon étudiant et la difficulté pour lui a été de ne pas être bon dans la vidéo et ça n'a pas été simple parce qu'on a travaillé les choses. Et là, vous pourrez donc réévaluer votre évaluation avec ce type de grille. Et là, c'est une 3e personne qui a eu une évaluation qui est moyenne. Alors, on peut faire mieux, c'est-à-dire qu'on a la même chose également sur le site, où vous pouvez avoir la même vidéo qui dure 4 minutes, et ensuite, c'est à vous d'évaluer. Donc, vous avez la grille, et c'est à vous de mettre les points. Donc, il y a 16 points pour les procédures, on va dire, d'interrogatoire, et 4 points sur la qualité de l'interrogatoire. Et on fait ça avec donc les étudiants, pareil, vous pouvez avoir également la grille et vous-même noter les éléments. Donc j'ai fait ça pour l'œil rouge et j'ai fait ça pour l'annonce aux urgences d'une chirurgie. Voilà, je te rends la main. Tac. Ça, c'est le mail. Voilà, voilà. Je ne sais pas si s'il y a des questions dans l'assemblée là. Oui. Moi personnellement, je suis vraiment impressionné. Alors j'avais vu une partie, entendu une partie parce que tout le travail incroyable que vous avez fait en termes d'appropriation, etc. Je suis aussi impressionné par l'organisation mise en œuvre qui est quand même très standardisée, etc. Une de mes questions, c'est combien de temps avant, en pratique, faut-il donner le scénario pour qu'il soit approprié, parce que s'il faut qu'on réunisse tout le monde, et j'ai bien compris le principe, la qualité, que tous les acteurs soient ensemble, mais bon, je m'interroge sur le plan pratique et je pense que c'est une question qu'on a dû souvent vous poser. Anne, peux-tu répondre? Oui. C'est effectivement une question qui pose problème ou question. Nous, on a pris l'habitude de le donner 1 mois avant. Peut-être qu'on prend un peu au large, hein, quelques semaines pourraient suffire. Après, c'est aussi des gens qui font ça en plus et donc, c'est des gens de la population générale qui font ça en plus de leur activité habituelle ou de leurs activités de retraités qui sont multiples. Donc, on leur laisse volontairement du temps. Je pense qu'il faut qu'ils aient du temps avant, ça c'est certain, pour se l'approprier. Alors, est-ce que c'est plutôt 1 semaine? Est-ce que c'est plutôt 2? Ça c'est à définir. Et par contre, un temps de formation ensemble me paraît une évidence. Et ça,
Là, on a vu la différence entre la toute première fois sur les 16 qui jouaient le même scénario, ils ne sont pas tous venus. Et les seuls qui ont joué différemment ou qui ont été en dessous, qui ont posé questions ou problèmes, sont ceux qui n'avaient pas fait la formation avec les autres. Puisque sur même 2 heures, en fait, ils s'étalonnent. Alors nous, quand on les fait venir sur 2 heures, on les fait venir avec un formateur de patients standardisé et avec le concepteur de la station qui aussi va débugger les problèmes, puisque chaque patient standardisé va dire oui, mais si tel étudiant me demande ça, alors ah oui, tiens, on n'avait pas pensé. Ah ben non, mais là, vous répondez ça. Ah, et vous m'avez dit que j'avais de la fièvre, mais je l'ai depuis hier soir ou c'est depuis 2 jours. Et en fait, si on veut que les réponses soient standardisées, il faut que ce soit tranché par le spécialiste, c'est le plus pertinent. Pour avoir essayé moi de faire l'interface, par moment c'était trop difficile. En faisant comme ça, on a vraiment eu un niveau de standardisation d'une pièce à l'autre qui était excellent. Donc vraiment le temps de formation commun, et ça c'est décrit dans la littérature et pour beaucoup d'équipes. Tous ceux qui jouent le même rôle, à un moment doivent... Alors, est-ce que c'est 10 par 10 par les mêmes formateurs ou est-ce que c'est tous ensemble? Ça dépend vraiment du nombre total, mais que les gens soient lissés comme ça, c'est extrêmement important. Donc il faut au moins avoir le temps de faire ça. C'est hyper intéressant. Moi, j'aurais une question pour tous les trois aussi. On a bien compris votre message hein, dans l'ordre où il fallait construire ces Écosses. On a quand même le sentiment, en vous écoutant, qu'une Écosse de qualité, c'est quelque chose qui doit quand même passer sous, genre, être utilisé, puis être analysé, puis être amélioré, et que du coup, même si on a bien l'habitude de générer une Écosse comme ça, c'est pratiquement impossible, ou je me trompe? Alors la réponse est oui pour moi, et au niveau national, quand on fera les examens nationaux, on va en prendre en compte vos Écosses que vous avez déjà utilisées, qu'on va peut-être également modifier avec des grilles qui seront peut-être adaptées, mais l'idée de base aura déjà été établie. On ne se lance pas dans une Écosse examen sur quelque chose qui est novateur. Si je vous... Pardon, Frédéric, allez-y, terminez. Ah, on ne vous entend plus. Eva et Anne, un commentaire? Moi, je suis totalement du même avis. Effectivement, il faut que ça ait été, il faut qu'au moins, mais même si on modifie après, parce qu'on peut modifier certains objectifs et donc la grille, etc. Mais partir d'une idée qui a déjà été faite, on est parfois surpris de la mise en pratique, même quand on a l'habitude d'en construire. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, hein, Frédéric et Eva, mais quand on en construit une nouvelle, pourtant ayant l'habitude et l'impression que ça va fonctionner, on peut être surpris quand on le met en œuvre de ce qui ne fonctionne pas, je trouve. Donc les faire tester, ça me paraît évident. Et puis après, bien sûr, si c'est des choses qui ont déjà tourné, déjà roulé, encore plus. Oui, je suis aussi d'accord avec Frédéric et Anne. Et aussi, ce qui est important, comme Anne elle a déjà souligné, de former en fait les patients simulés en présence de rédacteurs, parce que ça nous permet aussi de corriger des incohérences entre le script et la grille. Et aussi, il faut qu'on s'assure que les patients standardisés ont bien compris le script. Ce qui, des fois, pour les stations qui sont un peu compliquées, des fois, on filme la station et on en fait, propose déjà la station filmée aux autres en fait, formateurs dans les autres facs afin que chacun puisse le faire de manière homogène. L'expérience qu'on a de la part de nos patients simulés, c'est très bon en fait. Ils sont vraiment investis. Par exemple, à Nancy, ils sont pas payés, donc ce sont des personnes volontaires. Et on n'a pas eu une déception où le patient qui a sous-joué son rôle. Et la formation un mois avant les cours, c'était très suffisant. En fait, on a eu juste 2 sessions hein, finalement en présentiel et puis 2 sessions à distance si besoin. Merci beaucoup. Alors, je vais juste partager l'écran pour Oui, vous Eva, je crois montrer qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, Ah oui, d'accord, je vais me faire rapidement. Il y avait juste une partie qu'on voulait encore partager avec vous. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Vous voyez l'écran ou pas? Oui. Non. Oui, c'est bon? Oui, Je la si. vois pas. Ah oui, c'est bon. C'est le diaporama que vous voyez parce que je ne le vois pas. C'est Là, ça y le est. feedback. C'est ça. On est... Donc, qu'on voulait juste vous montrer encore sur la plateforme, qu'on avait préparé aussi les fiches mémo concernant la rétroaction selon 11 domaines d'atteinte de l'apprentissage. Donc, on s'est basé sur les activités professionnelles confiables qui ont été publiées par Tenol Kate et qui sont décrites vraiment selon
grand domaine d'apprentissage. Donc, par exemple, ici, vous avez une fiche concernant la stratégie diagnostique avec la description de l'activité. C'est le niveau de l'étudiant à la fin de la 6e année, donc c'est le niveau attendu de l'étudiant à la fin de la 6e année. Et vous avez les éléments qu'il faudra débriefer avec les étudiants. Donc, ça vous aidera aussi dans la mise en place des écos formatifs qui sont réalisés, par exemple, par vos assistants chefs de clinique. Donc, ici, c'est juste le résumé des stations d'entraînement qu'on avait vu tout à l'heure. Aussi, concernant les parcours, on avait intégré la banque des stations filmées. Donc, ce sont des stations filmées, ce sont des exemples de dysfonctionnement, comportement inapproprié, une bonne performance, un problème technique. Et avec chaque station qui est filmée, on avait fourni une grille et le script. Donc, vous pouvez visionner la station et regarder quels sont les éléments d'erreur. Par exemple, ce qui arrive souvent, si le patient simulé qu'il révèle l'information ou qu'il retient l'information. La dernière chose que je voulais dire, que concernant les parcours, ce qui va être possible de manière technique, si vous par exemple débutez le parcours tuteur, vous pouvez switcher vers le parcours patient simulé et faire des modules que vous souhaitez. Pour pouvoir avoir une attestation de chaque parcours, il faut faire la partie essentielle qui va être indiquée. Concernant le parcours formateur du patient simulé et le parcours pour les patients simulés, on essaie aussi de faire vraiment un format générique afin d'homogénéiser la formation et afin de vous proposer des outils qui vous aideront dans la mise en place du programme du patient simulé. C'est une plateforme qui va être évolutive, donc on va enrichir la banque des stations. Les supports pédagogiques sont téléchargeables, donc c'est vraiment gratuit. L'accès est illimité, donc une fois que vous avez terminé la formation, vous pouvez y retourner régulièrement et vous pouvez choisir le parcours que vous souhaitez. Alors, donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous concernant le parcours de formation qu'on vous propose. On n'a pas beaucoup de temps, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a une question de Madame Marion Corté. Est-ce que le module patient simulé sera-t-il accessible à des personnes extérieures à nos universités? Je ne sais pas si Agatha peut répondre. J'aurais tendance à dire non. Monsieur Palombi, je pense qu'il faut être inscrit à l'université. Oui, mais si vous avez des personnes que vous voulez former, on peut soit leur donner un compte UNES, ce qui leur permettrait de se connecter, et c'est la solution la plus simple. Ça dépend combien ça concerne de personnes. C'est ça. Il faudra créer des comptes. Je voudrais faire un tout petit commentaire. Pardon. Une possibilité, il y a aussi une possibilité, on pensait à cette possibilité avec Eva, c'est que en fait les gens qui extérieurs de l'université, pour pouvoir accéder au parcours, pour que ça soit plus sécurisé aussi, de passer aussi par l'université qui va créer les identifiants universitaires. Mais je pense que le process est à établir en fait, à se mettre d'accord. C'est compliqué, Agatha. C'est compliqué. On avait cette idée, mais voilà. C'est faisable. Je voudrais faire un tout petit commentaire sur ce qu'a dit Eva sur le feedback des étudiants. Donc, quand on fait un examen sommatif, donc un examen avec une note, il y a une note et il n'y a pas de retour. Mais il faut bien comprendre que les étudiants sont bien encadrés et que les enseignants auront des outils à leur disposition pour justement les aider à avoir un retour sur les stations d'entraînement que vous pourrez faire dans vos facultés. Voilà, j'en ai terminé. Je crois qu'il reste encore la place pour une question, un commentaire, si quelqu'un veut intervenir. Même pour les féliciter, hein, c'est libre. C'était quand même assez incroyable tout ce que vous avez fait. Je voulais remercier, il y a plein de personnes qui ne sont pas là. Il y a Alexis de Paris, enfin on est, Eva, je ne sais pas si tu as tous les noms en tête, mais je ne les ai pas en tête. On est une dizaine. On se réunit quasiment toutes les semaines, tous les 15 jours depuis déjà 4 ou 6 mois. Voilà, c'est vraiment une équipe qui travaille et je voulais vraiment associer tous les autres collègues qui ne sont pas là aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a Philippe Villepin de Montpellier, il y a Odile Benet de Toulouse, il y a Pascal Schneider de Rouen. Après, il y a aussi Quentin
Quentin Balouet de Limoges. On a aussi les collègues donc, de Paris qui travaillent avec nous sur le parcours patient simulé avec Anne. Donc, on le remercie beaucoup. On mettra tous les noms de nos collègues à la fin de notre présentation qu'on partagera avec vous. On est disponible, donc si vous souhaitez échanger avec nous, c'est avec plaisir. Et on essaye de terminer tous les parcours pour la rentrée universitaire. Ok, merci beaucoup. J'ai vu quelqu'un qui voulait brancher son micro. Il reste effectivement 30 secondes si quelqu'un veut intervenir. Si personne n'intervient, ben on vous remercie beaucoup pour cette présentation, pour toute cette formation. Et puis, on sera, je pense, très nombreux à venir travailler dessus, vous faire des retours pour ce sujet vraiment passionnant des Écosses. Voilà. Allez, merci pour cet atelier et bonne fin d'après-midi à tout le monde. Et pour la bascule sur les ateliers suivants pour ceux que ça intéresse. Merci encore. Au revoir. Merci. Au revoir.